Bon, nous revoilà. Ceci est une histoire originale de Tales First, et elle a pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. C'est parti. Mes parents ont dit, ne viens pas pour Noël. Ta fille est embarrassante. Ta sœur a besoin d'une journée sans drame. Ma fille de 6 ans et moi étions déjà en route pour la gare pour prendre notre train. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi. Quand mes parents nous ont revus, leurs visages sont devenus blêmes, car je me souviens encore de la seconde exacte où mon estomac s'est noué, où mes mains étaient sur le volant et où je n'avais nulle part où mettre ce sentiment. Nous étions sur le périphérique, en direction de la gare Montparnasse. C'était la veille de Noël. Ciel gris, une circulation juste assez fluide pour vous faire croire que vous pourriez arriver à l'heure, ce qui est toujours la façon dont les gares vous bercent d'optimisme avant de vous humilier avec la foule et les quais bondés. Ma fille Léa était à l'arrière sur son rehausseur, gigotant des pieds comme si elle avait des ressorts dans les chaussures. Elle comptait les jours avant ce voyage comme le font les enfants, comme si c'était Noël, son anniversaire et la visite du Père Noël en personne, tout en un. « Tu crois qu'Hugo voudra bien jouer avec moi cette fois ?» demanda-t-elle. Hugo était le fils de ma sœur Amandine. Il avait 7 ans et traitait Léa comme une application moyennement intéressante qu'il pouvait fermer dès qu'il s'ennuyait. J'en suis sûre, dis-je, de cette voix que les mères utilisent quand elles mentent pour avoir la paix. Et Manon va me montrer sa nouvelle poupée, continua Léa, imperturbable. Manon était la fille d'Amandine, 9 ans, et elle s'entraînait déjà à faire le genre d'expression faciale qu'on voit chez les critiques gastronomiques. Léa fredonnait pour elle-même, serrant contre elle le petit renard en peluche qu'elle avait insisté pour amener, pour qu'il fête Noël, lui aussi. Elle avait fait des marque-places à l'école, de vrais petits bouts de papier pliés avec nos noms et des dessins de Père Noël qui semblaient avoir survécu à une petite explosion. Elle était excitée de voir ses grands-parents. Elle n'arrêtait pas de dire « la maison de mamie », comme si c'était un lieu magique rempli de friandises enchantées. J'avais de l'espoir, pas de façon naïve, plutôt du genre, peut-être que cette année, tout le monde se comportera en adulte pendant 4 heures. Un optimisme prudent, fragile, comme essayer de garder en équilibre une boule de Noël en verre dans un bus en mouvement. Mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé, maman. J'ai souri automatiquement, car apparemment, mon système nerveux n'avait pas reçu le mémo m'autorisant à être méfiante. Allô, dis-je en appuyant sur le bouton pour mettre le haut-parleur, parce que je conduisais et aussi parce que je n'avais pas envie de me faire arrêter pour avoir tenu mon téléphone comme une adolescente filmant un TikTok. Salut, Chloé, dit ma mère. Son ton était prudent. Trop prudent, comme quelqu'un qui essaie de déplacer un vase sans qu'on l'entende gratter. J'ai jeté un œil dans le rétroviseur. Léa regardait par la fenêtre, la bouche légèrement ouverte, détendue, heureuse. Salut maman, dis-je, encore légère. On est en route, je pense qu'on va y arriver avec. Écoute, me coupa-t-elle, et mon optimisme vola en éclats en 1000 petits morceaux scintillants. Il y eut une pause, juste assez longue pour que mon cerveau se dise, quelque chose ne va pas, on a discuté, dit-elle. Et on pense que c'est mieux si vous ne venez pas cette année. J'ai littéralement cligné des yeux, comme s'il pouvait redémarrer la phrase. Quoi ? Dis-je. C'est juste que, continua-t-elle comme si elle expliquait la météo, ta fille est embarrassante. Nous ne voulons pas d'elle ici. Amandine a besoin d'une journée sans drame. Il y a des moments où l'on sent son corps prendre une décision sans vous consulter. Le mien a décidé à cet instant précis que si je restais sur la route, nous allions finir dans le coffre de quelqu'un. Mes mains se sont crispées sur le volant. J'ai allumé mes feux de détresse et je me suis garé sur la bande d'arrêt d'urgence, à moitié en stationnement, à moitié abandonnant le concept du code de la route par pur instinct de survie. Si ma voiture avait eu des sentiments, elle aurait soupiré en disant « et c'est reparti ». La voix de Léa est venue de la banquette arrière, petite et immédiate. « Maman ?» Je fixais la ligne floue de la route devant moi. Ma mère parlait toujours dans le haut-parleur, mais mon cerveau s'était focalisé sur une seule chose. Léa avait entendu. Dès que j'ai réalisé ça, j'ai tapé sur l'écran et désactivé le haut-parleur si vite que c'était un réflexe, comme on arrache un couteau du sol avant qu'un enfant ne marche dessus. Maman, chuchotai-je, parce que chuchoter arrange tout, apparemment. Je suis en voiture. Léa est là.
On est en route pour la gare. De quoi tu parles? Tu m'as entendu, dit ma mère, et son ton prudent s'évanouit comme s'il n'avait jamais existé. C'est mieux comme ça. J'ai de nouveau regardé dans le rétroviseur. Léa ne gigotait plus des pieds. Elle regardait droit devant elle, son renard serré contre sa poitrine comme une armure. Je ne faisais pas confiance à ma bouche pour rester sage devant elle, ne serait-ce qu'une phrase de plus. Attends, dis-je, d'un ton sec. Une seconde. Puis je me suis penchée en arrière juste assez pour garder une voix douce pour Léa. Ma chérie, reste bien attachée. Je sors juste à côté de la portière. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'étais déjà sortie de la voiture. Porte fermée. Air froid, vrombissement de l'autoroute. À un pas de ma fille, à un pas de la vérité. J'ai de nouveau porté le téléphone à mon oreille. D'accord, dis-je, la voix basse et stable. Répète-le. Ma mère n'a même pas fait semblant d'adoucir le ton. Amandine ne veut pas de stress. Elle a des invités. On ne fait pas ça. Des invités, répétai-je, et ma voix sonna platement. Donc Léa, c'est quoi? Ça fait mauvais genre? Ma mère a fait ce petit bruit agacé qu'elle fait quand je nomme la chose qu'elle cache. Ne commence pas, je ne commence pas, dis-je. Je clarifie. Tu viens de me dire que ma fille de 6 ans est embarrassante. Elle s'en remettra, dit ma mère comme si elle parlait d'un verre renversé. Une voiture est passée en trombe, le vent tirant sur mon manteau. Je fixais ma propre portière comme si c'était la seule chose solide au monde. On a déjà les billets de train, dis-je. Une seule phrase. Sans supplier. On est littéralement en route. Et maintenant, vous ne l'êtes plus, lança-t-elle. Amandine a besoin d'une journée sans drame. Voilà, encore. Sans drame, comme si mon enfant était une substance illicite. J'ai dégluti. Donc, c'est tout. C'est mieux comme ça, dit ma mère. C'était final. On se verra une autre fois. Une pause a flotté, juste assez longtemps pour que j'attende la partie où elle dirait « Je suis désolée ». Elle ne l'a pas dit. Elle a fait ce qu'elle fait toujours quand je ne me plie pas immédiatement à la forme dont elle a besoin. Elle a raccroché. J'ai fixé l'écran sombre pendant une demi-seconde, comme s'il allait peut-être se rallumer pour dire « Je plaisante ». J'adore ma petite fille. J'ai perdu la tête. Il ne l'a pas fait. Alors, j'ai fait la seule chose qui restait à faire. J'ai appelé la personne dont le confort dictait apparemment le calendrier des fêtes. Amandine a décroché à la deuxième sonnerie. Quoi, dit-elle, déjà agacée, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Sa respiration, probablement. C'est toi qui as dit à maman de ne pas nous laisser venir, ai-je demandé. À cause de Léa. Un temps, puis un soupir. Un de ces soupirs conçus pour vous faire sentir embarrassé d'avoir même ouvert la bouche. Chloé, dit Amandine, j'ai du monde qui vient. Du monde, ai-je fait écho. Antoine a des clients, ajouta-t-elle rapidement. Comme si ça rendait la chose noble. Comme si c'était une œuvre de charité d'organiser un réveillon de Noël pour des gens commercialement importants. Mon estomac s'est glacé. Donc, tu ne voulais pas de questions? Il y eut un silence juste assez long pour valoir comme réponse. La voix d'Amandine s'est aiguisée. Je ne veux pas de scène. Mon enfant existe, dis-je. C'est ça, la scène. Tu es en train de le faire, là, lança Amandine. C'est pour ça que personne ne peut te supporter. Tu transformes tout en drame. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas essayé d'enseigner l'empathie à quelqu'un qui la traitait comme une option facultative. D'accord, dis-je, et ma voix était si calme que même moi, je ne la reconnaissais pas, compris. Et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis resté là, sur le bord de l'autoroute, quelques secondes de plus, parce que j'avais besoin de respirer. Puis j'ai ouvert la portière et je suis remontée. Les yeux de Léa se sont immédiatement posés sur mon visage, cherchant des indices, comme le font les enfants quand ils n'ont pas encore les mots. J'ai forcé mon visage à rester calme, le genre de calme que les mères apprennent dans les prises d'otages. Coucou, dis-je doucement. Léa n'a pas hésité.
Ils ne veulent pas de moi. Ma gorge s'est serrée. J'ai eu une envie soudaine et vive de hurler dans le volant, mais Léa me regardait, et je n'avais qu'une seule mission. Non, dis-je automatiquement. Ne mens pas, dit Léa, la voix tremblante. J'ai entendu. Mamie a dit que je suis embarrassante. Je me suis rassise et j'ai regardé l'autoroute. Mes feux de détresse clignotaient, réguliers et vifs, comme si ma voiture appelait discrètement à l'aide. Je suis désolée, dis-je, et ma voix est sortie rauque. Léa serra plus fort son renard en peluche, comme si elle pouvait le protéger de la honte. J'ai regardé les panneaux indiquant la gare au loin et j'ai réalisé quelque chose avec une clarté stupéfiante. Je pouvais encore faire de cette journée la nôtre. J'ai fait demi-tour. Léa n'a rien dit pendant un moment. C'était le plus effrayant. Une enfant de 6 ans silencieuse n'est jamais bon signe. Je nous ai conduites dans une pâtisserie, car je ne savais pas quoi faire d'autre avec un cœur brisé et un enfant qui croyait encore aux grands-parents. Prends ce que tu veux, dis-je. 2 boules. Elle m'a regardé. Même des vermicelles colorées? Surtout des vermicelles colorées, dis-je. Nous nous sommes assises près de la fenêtre. Léa regardait sa coupe de glace sans la manger. Puis j'ai remarqué la table à côté de nous, un couple plus âgé, leur fille, et une petite fille de l'âge de Léa. Ils étaient juste ensemble, simplement, comme si personne n'avait à mériter sa place. Ma gorge s'est nouée. J'ai détourné le regard rapidement, comme si ça pouvait arrêter la douleur. Ça n'a pas marché. La femme plus âgée s'est penchée gentiment. Et, ça va? J'ai ouvert la bouche pour dire, oui, ça va. Rien n'est sorti. Léa a reniflé à côté de moi, discrètement, comme si elle essayait d'être assez petite pour ne pas déranger. La femme a regardé Léa, puis moi, et son visage s'est adouci. Vous voulez vous asseoir avec nous? Avant que je puisse répondre, leur petite fille a glissé de sa chaise et s'est approchée de Léa. Je m'appelle Clara, dit-elle. Tu aimes les licornes? Léa a cligné des yeux. Oui. Viens, a dit Clara, et Léa l'a suivie vers le coin jeu comme si son corps se souvenait comment être une enfant. La femme plus âgée a souri. Je suis Martine. Voici Bernard. Et voici notre fille, Sophie. Chloé, dis-je, et Léa. Martine ne s'est pas penchée comme si nous allions entamer une discussion profonde. Elle a juste hoché la tête vers le coin jeu où Léa et Clara se disputaient déjà pour une cuillère en plastique comme si c'était important. Elle a une bonne bouille, votre petite, dit Martine, comme si c'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Bernard a glissé une serviette vers moi sans en faire toute une histoire. Petit geste, grand impact. Sophie m'a lancé un rapide regard de sympathie et a dit, les fêtes de fin d'année, ça peut être compliqué. J'ai laissé échapper un souffle qui n'était pas tout à fait un rire. C'est une façon de voir les choses. Martine m'a observé une seconde, silencieuse, pas curieuse, et a demandé doucement, est-ce que ça va? J'aurais dû dire oui. J'aurais dû dire, juste fatiguée, et passer à autre chose comme je le fais toujours. Mais ma bouche m'a trahi. Pas vraiment, ai-je admis. Et puis, parce que la digue était déjà fissurée, une phrase s'est échappée. On devait prendre le train pour Noël, et ma mère a appelé pour nous dire de ne pas venir. L'expression de Martine a changé. Pas de drame, juste une réaction immédiate. À cause de Léa, demanda doucement Sophie, comme si elle connaissait déjà la réponse mais ne voulait pas présumer. J'ai fixé mes mains. Oui. La mâchoire de Bernard s'est crispée. La voix de Martine s'est faite plus basse. Prudente. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai hésité. Puis j'ai dégluti. Que Léa était embarrassante. Personne n'a parlé pendant un instant. Martine n'a pas demandé l'histoire de ma vie. Elle n'a pas exigé de détails. Elle a juste dit doucement, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher, comment peut-on dire une chose pareille d'un enfant? Et c'était là le problème, car la vraie réponse ne tenait pas en une seule phrase. Ce n'était pas juste un appel téléphonique. Et je n'avais aucune idée par où commencer. Martine et Bernard me regardaient comme s'ils attendaient le reste de l'histoire. Et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment dit à voix haute à des gens qui n'étaient pas déjà déterminés à mal me comprendre.
Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis sur le point de dire quelque chose de douloureux. J'ai fait une blague. Ma famille est très attachée aux traditions, dis-je. Comme la dinde, la bûche de Noël, et faire semblant que je n'existe pas, sauf si ma sœur a besoin d'un public. Sophie a laissé échapper un petit rire qui semblait la surprendre, comme si elle reconnaissait le mécanisme de défense. Martine n'a pas ri, non pas parce qu'elle n'avait pas compris, mais parce qu'elle comprenait trop bien. Vous avez une sœur, dit-elle. Plus âgée, dis-je. Amandine. Le simple fait de prononcer son nom a tendu mes épaules. Amandine était la bonne fille, celle qui ne causait pas de problème, principalement parce qu'elle n'avait jamais rien eu à demander. Tout lui était servi sur un plateau. En grandissant, les réussites d'Amandine étaient encadrées. Les miennes étaient reconnues si personne n'était occupé. Si Amandine avait un vin, mes parents disaient, c'est bien notre fille. Si j'avais un vin, mes parents disaient, bien. Continue comme ça. Si Amandine pleurait, la maison se réorganisait autour d'elle. Si je pleurais, mes parents disaient, ne commence pas, adulte, Amandine a épousé Antoine, un homme que mes parents approuvaient comme s'il faisait partie du jury d'une émission de télé-réalité intitulée « À la recherche du gendre idéal ». Antoine serrait la main avec conviction. Il portait des chemises bien repassées. Il riait aux blagues de mon père. Il s'intégrait dans le monde de mes parents comme une pièce de puzzle qu'ils avaient commandée en ligne. Amandine a eu Hugo et Manon, et mes parents se sont transformés en grands-parents de publicité, le genre qui fait des biscuits et poste des photos avec des légendes sur leur trésor. Quand Hugo est né, ma mère l'a annoncé comme si la famille royale avait produit un héritier. Quand Léa est née, ma mère a dit, eh bien, ça va être difficile. Je n'ai pas dit ça à Martine et Bernard. Pas encore. Parce que le truc, c'est que mes parents n'étaient pas des méchants de film avec des moustaches à la Salvador Dali. Ils n'étaient pas cruels à chaque seconde. Ils pouvaient être gentils parfois, par petites touches déroutantes. Une carte d'anniversaire, un jouet envoyé une fois, fait un bisou à Léa de ma part, ajouté à la fin d'un appel comme une pensée de dernière minute. Juste assez pour que je continue d'espérer, juste assez pour que je continue d'essayer. Le père de Léa, mon ex, était une relation que je pensais voir devenir une vie. Il souriait sur les photos. Il pouvait être charmant en public. Et puis, discrètement, derrière les portes closes, le charme a tourné au vinaigre. Je n'entrerai pas dans les détails. Vous n'en avez pas besoin. Ce qui compte, c'est que la situation est devenue abusive. Et une nuit, j'ai fait un sac, attaché une Léa bien plus petite dans son siège auto, et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents parce que je pensais sincèrement que c'était à ça que servait la famille. J'imaginais une porte s'ouvrant et ma mère me serrant dans ses bras en disant « Tu es en sécurité ». Ce que j'ai eu, c'est ma mère regardant le sac et disant « Tu es sûr ?» et mon père, à moitié réveillé, me regardant comme si j'étais arrivée avec un raton laveur. « Il avait l'air bien, dit ma mère. Tu as toujours été trop sensible, Chloé. » Sensible, une autre devise familiale. Je leur ai dit la vérité, aussi prudemment que possible. J'ai dit, il n'est pas celui que vous croyez. Et ma mère a dit, n'exagère pas, ils nous ont laissé rester. C'est sur cette partie que je me concentrais avant, comme si ça excusait tout le reste. Mais rester, c'était comme vivre à l'intérieur d'une mise en garde. Personne ne m'a crié dessus. Personne ne nous a mis à la porte dans la neige. C'était plus subtil que ça. C'était la façon dont ma mère soupirait quand Léa pleurait, comme si le son était une offense personnelle. C'était la façon dont mon père regardait la télé quand je parlais, comme si le contact visuel pouvait l'obliger à s'en soucier. C'était la façon dont ma mère disait des choses comme « Tu sais, ça va être plus difficile de faire ça toute seule. » Et « C'est dommage que ça n'ait pas marché. » Comme si le problème était l'esthétique de ma vie, pas ma sécurité. Une fois, j'ai dit doucement, prudemment, que j'étais soulagée de ne pas être mariée avec lui. Je le pensais d'un point de vue pratique. Un divorce, c'est cher et épuisant. Ma mère m'a dévisagé comme si j'avais avoué un crime. Les familles trouvent des solutions, dit-elle. Les gens ne partent pas comme ça. Je me souviens avoir pensé, si, ils le font. Je viens de le faire. Mais je ne l'ai pas dit.
Je l'ai ravalé. Je me suis dit que ma mère était de la vieille école. Je me suis dit qu'elle ne comprenait pas l'abus. Je me suis dit qu'elle voulait ce qu'il y avait de mieux. Je me suis dit beaucoup de choses. Puis est arrivé le moment qui a tout rendu limpide avec le recul. Un après-midi, ma mère a mentionné que des amis venaient, des gens de la paroisse, des voisins, des gens bien, et elle a dit, « Pourquoi tu n'emmènerais pas Léa faire un tour ?» Pas parce que Léa avait besoin d'air frais, mais parce que ma mère ne voulait pas avoir à m'expliquer. J'ai emmené Léa dans un parc, je l'ai regardée vaciller sur un toboggan et j'ai pensé, au moins, elle est heureuse. Je me suis dit que c'était temporaire. C'était toujours temporaire, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. J'ai commencé à postuler à des emplois comme si ma vie en dépendait, parce que c'était un peu le cas. Mes parents ne disaient pas, tu dois partir. Ils disaient des choses comme, alors, quel est ton plan, et, tu ne peux pas rester ici éternellement, et, tu ne veux pas te retrouver coincé. Finalement, j'ai reçu une offre d'emploi, une bonne, mais elle était loin, assez loin pour que les visites nécessitent de l'organisation, des billets, toute la production. Je me souviens être dans la cuisine, la lettre d'offre à la main, Léa sur ma hanche, et dire, c'est vraiment loin. Je pense que je devrais continuer à chercher quelque chose dans la région, juste un peu plus longtemps. Je m'attendais à ce que mes parents disent, bien sûr, on peut t'aider. Reste. Trouve ce qu'il te faut. Ma mère n'a même pas hésité. Un travail, c'est un travail, dit-elle. On ne refuse pas ça. Tu ne peux pas faire la difficile, ajouta mon père sans lever les yeux. Tu ne veux pas être coincé ici pour toujours, dit ma mère, et les mots sont tombés comme une porte qui se ferme. Alors j'ai pris le travail. J'ai déménagé à Lyon. J'ai construit une vie loin. Je me suis dit que c'était de l'indépendance, et ça l'était. Mais c'était aussi un exil avec un meilleur marketing. Malgré tout, Léa continuait de poser des questions sur ses grands-parents, surtout parce que les autres enfants parlaient des leurs et qu'elle voulait faire partie du groupe. Alors, quand ma mère l'a qualifiée d'embarrassante, ça ne m'a pas seulement blessé moi. Ça a touché Léa. Et c'était la goutte d'eau. Je pouvais encaisser la honte dirigée contre moi. Mais je n'allais pas apprendre à ma fille à l'encaisser aussi. C'est pourquoi, assise dans cette pâtisserie à regarder Léa jouer avec Clara, je me suis enfin autorisée à voir la vérité. Ça n'avait pas à être comme ça. Et quand Martine a dit, venez fêter Noël avec nous demain, j'ai compris que ce n'était pas de la pitié. C'était une porte ouverte. J'y suis allée. Non pas parce que je n'étais pas terrifiée. Mais parce que Léa méritait des fêtes où elle ne serait pas traitée comme un problème à gérer. La maison de Martine sentait vraiment Noël. La dinde qui rôtit, le beurre, la cannelle, quelque chose qui cuisait et qui rendait l'endroit chaleureux avant même que quiconque ne vous adresse la parole. Bernard a ouvert la porte avec un grand sourire, comme si nous étions attendus, pas simplement accueillis. Chloé, dit-il, comme si mon nom avait sa place dans sa maison. Vous avez réussi à venir. Léa est restée derrière moi au début, serrant son renard en peluche comme un bouclier. Puis Clara est apparue et a dit, « Tu es là », comme si c'était la meilleure nouvelle de sa vie. Les épaules de Léa se sont détendues d'un centimètre, puis d'un autre. Martine m'a tendu un verre de quelque chose de chaud et a dit, « La cuisine est par là. » Les chaussures, n'importe où. Vous êtes de la famille aujourd'hui. De la famille aujourd'hui. Cette phrase aurait pu être ringarde. Venant de Martine, elle sonnait comme une vérité. Léa et Clara ont disparu dans une chambre remplie de jouets, et je suis restée là dans l'entrée, mon manteau encore sur le dos, clignant des yeux comme quelqu'un qui se serait trompé de film. Puis mon téléphone a vibré. Je l'ai vérifié rapidement par habitude, comme si l'univers allait peut-être m'envoyer un SMS d'excuses et que je pourrais recommencer à croire en la magie. C'était Facebook. Et voilà, une photo de mes parents à table avec Amandine et Antoine, Hugo et Manon, tous souriants, posants, parfaits. Le genre de photo qui crie, nous sommes reconnaissants. Nous sommes bénis. Nous sommes aussi très doués pour trouver le bon angle. La légende parlait de famille et de la joie d'être avec les petits-enfants. Cœur, commentaires, des gens disant, tellement beau, j'adore. Aucune mention de moi. Aucune mention de Léa, pas même un mensonge poli comme, quelqu'un nous manque, juste une suppression nette.
J'ai fixé la photo pendant une longue seconde et quelque chose en moi est devenu très calme. Pas triste, pas choqué, juste. Fini. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis entrée dans la cuisine de Martine où Sophie remuait quelque chose sur le feu et Bernard découpait une volaille comme si c'était une affaire personnelle. Martine a jeté un œil à mon visage et n'a rien demandé. Elle a juste poussé une assiette vers moi et a dit « Assieds-toi. Mange pendant que c'est chaud. » Et voilà le truc. Je n'ai pas pleuré. Pas parce que je n'étais pas blessée, mais parce que j'avais enfin compris que mes larmes étaient gaspillées sur des gens qui les utilisaient comme preuve que j'étais dramatique. Alors, j'ai agi. Ce n'était pas une action spectaculaire. Ce n'était pas une vengeance. C'était une décision interne, silencieuse, si ferme qu'elle semblait être d'acier. Léa n'aurait plus jamais à mériter d'être aimée. Plus tard, pendant que nous mangions, Léa s'est penchée vers moi et a demandé très doucement, « Maman, tu crois que mamie voudra de moi un jour ?» Ma fourchette s'est arrêtée en l'air. De l'autre côté de la table, Martine ne m'a pas regardée. Elle n'en avait pas besoin. Je pouvais la sentir écouter. J'ai forcé ma voix à rester calme. « Tu n'es pas le problème, dis-je. » Jamais. Léa a hoché la tête, comme si elle voulait me croire mais n'était pas sûre d'en avoir le droit. Sophie s'est penchée et a glissé un petit pain supplémentaire à Léa. Sans chichi, sans, ma pauvre petite, juste, tiens, tu fais partie de nous. Après Noël, mes parents n'ont pas envoyé de message. Je n'en ai pas envoyé non plus. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Ce n'était pas une rupture dramatique. C'était un silence mutuel qui prouvait à quel point ma place dans cette famille avait toujours été conditionnelle. Si je ne me présentais pas pour être gérée, personne ne venait me chercher. Pendant ce temps, les dîners du dimanche chez Martine et Bernard sont devenus la norme. Chaque semaine, 19h, comme un rendez-vous permanent avec la sécurité. Lentement, les dessins de Léa ont commencé à apparaître sur leur frigo. Un gobelet d'enfant est resté dans le placard comme s'il habitait là. Clara gardait une place pour Léa sans qu'on le lui demande. Bernard demandait à Léa des nouvelles de l'école comme si sa réponse comptait. Un dimanche, Léa a renversé du jus de pomme sur la table. J'ai tressailli, car mon corps s'attendait encore à des soupirs, des regards excédés et un « franchement, Chloé ». Martine a juste attrapé une éponge et a dit « c'est une table ». Elle a vu pire. Bernard a hoché la tête solennellement. J'ai renversé de la sauce sur un centre de table de Noël en 1998. La famille a survécu. Léa a gloussé. Un vrai rire. L'humour peint sans rire est la façon dont j'ai survécu à mon enfance. L'humour chaleureux est la façon dont Léa guérissait. Et puis, un après-midi, c'est arrivé. Léa courait vers Martine dans la cuisine, les bras ouverts, et elle a crié « Mamie Martine ». J'ai arrêté de respirer, car je m'attendais à une correction. Je m'attendais à un malaise. Je m'attendais à ce que quelqu'un dise « Oh, non, ma chérie. Je ne suis pas ta ». Martine s'est retournée, a ouvert les bras et a dit « Voilà ma puce ». Juste comme ça. Bernard a levé les yeux de son journal et a dit « Salut, ma grande », et Léa a rayonné. Je suis allée aux toilettes et je me suis regardée dans le miroir pendant une bonne minute, car j'avais les larmes aux yeux et j'étais furieuse de l'injustice que l'amour puisse être si simple si les gens le choisissaient simplement. Cette semaine-là, j'ai mis à jour les documents importants. Personnes autorisées à venir chercher à l'école, contact d'urgence, autorisation médicale et une désignation de tuteur légal. Discret, légal, permanent. S'il m'arrivait quelque chose, Léa irait chez Martine et Bernard. Pas mes parents, pas Amandine, pas Antoine. C'était la phrase la plus adulte que j'ai jamais écrite. Et ma main n'a pas tremblé une seule fois. Sophie et moi nous sommes aussi rapprochés. Pas du genre à discuter de nos sentiments pendant 3 heures. D'une manière concrète. On s'est gardé nos filles une fois, puis une autre. On se défoulait pendant que les petites jouaient. Ça a commencé à ressembler à de la sororité sans que l'une ou l'autre ne le nomme. Puis Sophie m'a invitée à une rencontre de parents solo qu'elle organisait une fois par semaine dans un centre social. C'est sans prise de tête, m'a-t-elle promis. Les enfants jouent.
Les adultes font semblant de se souvenir comment socialiser. Ça ressemblait à mon genre de cauchemar. Alors j'y suis allée. Et c'est là que j'ai rencontré Lucas. Il est entré avec un petit garçon, Léo, qui avait un épi et l'expression sérieuse d'un enfant évaluant si l'endroit avait des gâteaux. Lucas n'était pas tapa accent grave-l'œil. Il n'est pas entré comme s'il passait une audition pour être le papa préféré de tout le monde. Il remarquait juste les choses. Il a tenu la porte pour une mère qui jonglait avec une poussette. Il a ramassé un gobelet tombé par terre comme si ce n'était pas indigne de lui. Il a salué Léa d'un signe de tête comme si elle était une personne, pas un accessoire de ma personne. Ça ne s'est pas fait en un jour. Lucas est devenu une partie stable de notre routine, puis de notre vie. Léa et Léo se sont bien entendus. Les dimanches chez Martine et Bernard sont devenus la norme pour nous quatre. Une année a passé, calme, solide, et d'une manière ou d'une autre, sans fanfare, nous nous sommes retrouvés à organiser un mariage. 1 an après le Noël qui avait tout déclenché, ma vie ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle était. J'étais fiancée à Lucas. Léa avait Léo et Clara comme meilleurs amis intégrés. Martine et Bernard n'étaient pas des gens sympas rencontrés une fois. Ils étaient la famille. Ma famille biologique était silencieuse depuis 1 an. Alors, quand le nom de « maman » s'est allumé sur mon téléphone, je l'ai fixé comme s'il pouvait me mordre. Lucas a levé les yeux. « Ça va ? » « Ça dépend de ta définition de « bien », dis-je, et j'ai répondu. « Chloé », dit ma mère, prudente, contrôlée. Le même ton que sur l'autoroute. « J'entends dire que tu vas te marier. » « Oui. » Un temps, puis la vraie raison. « Où est notre faire-part » J'ai gardé ma voix calme. « Vous n'êtes pas invité. » Silence, puis l'indignation, comme si j'avais enfreint une loi. « Comment ça ? Tu ne nous invites pas ?» Je veux dire exactement ça. C'est ridicule, lança-t-elle. Ce qui était ridicule, dis-je, c'est que tu aies qualifié ma fille de 6 ans d'embarrassante. Ne commence pas, m'a-t-elle prévenue. J'ai failli rire. Réflexe conditionné. Je ne commence pas, dis-je. Je termine. Elle a raccroché. Puis la pression est arrivée par vagues. Appels, SMS, des membres de la famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, découvrant soudainement mon numéro comme si c'était un hobby. Tu ne peux pas ne pas inviter tes parents. Sois plus intelligente que ça. La famille, c'est la famille. J'ai expliqué une fois. Une seule phrase à une seule personne. Ils ont rejeté Léa. Elle l'a entendu. La ligne est devenue silencieuse après ça. Puis le message vocal est arrivé. Nous venons quand même, dit ma mère, la voix tendue et satisfaite, comme si elle avait résolu un problème. Amandine a texté, tu es dramatique. C'est pour ça que personne ne peut te supporter. Lucas a tout écouté, la mâchoire crispée. Tu n'es pas folle, dit-il doucement. Merci, dis-je. J'aimerais bien faire broder ça sur un coussin. Nous avons engagé un service de sécurité discret pour le mariage. Une seule règle, aucune exception. Personne n'approche Léa. Le jour du mariage est arrivé. Je me préparais avec Sophie qui s'affairait avec un fer à boucler, Martine qui ajustait la robe de Léa, et Bernard qui se tenait à proximité en faisant semblant de ne pas être ému. Léa a tournoyé. J'ai l'air chic ? Tu as l'air d'une petite coquine, dit Sophie avec affection. La meilleure des coquines. Martine a souri à Léa. Notre puce. Bernard s'est raclé la gorge. Prête, ma grande ? Puis l'organisatrice est entrée. Chloé, vos parents sont là, ainsi que la famille de votre sœur. Mon pouce est accéléré. Lucas a été instantanément à mes côtés. Tu veux qu'on les fasse partir ? J'ai regardé Léa. Robe brillante, petit bracelet, cœur de 6 ans encore en guérison. Je ne risquais pas une dispute à portée de voix de Léa. Non, dis-je. Laissez-les entrer. Au dernier rang, loin de Léa. S'ils s'approchent d'elle, arrêtez-les. L'organisatrice a hoché la tête et a disparu. Bernard m'a offert son bras. Sa main était stable. C'était tout le but.
Je suis entrée dans l'allée. Ils étaient au fond. Ma mère, rigide, mon père, se faisant tout petit, Amandine, scrutant la pièce comme si c'était un bilan de performance. Antoine, adossé comme s'il était chez lui. Hugo et Manon, déjà ennuyés. Mon père biologique ne s'est pas levé. Bernard, si. Bernard m'a accompagné jusqu'à l'hôtel comme s'il était honoré d'être là, comme si j'avais de l'importance. Lucas m'attendait à l'hôtel, les yeux rivés sur moi, le genre de regard qui dit « Je te choisis. Je choisis ton enfant. » Et nous nous sommes mariés. Ma famille biologique a regardé depuis le fond, comme des gens arrivés trop tard pour compter. À la réception, Léa était en sécurité à la table des enfants avec Clara et Léo. C'était tout ce qui m'importait. Puis le DJ a tapoté le micro. « Si je peux avoir votre attention, s'il vous plaît. » Mon estomac s'est noué. Pas de peur, d'anticipation. Parce que j'avais prévu cette partie. J'ai pris le microphone. Merci, dis-je, d'être ici. J'ai marqué une pause. Puis je l'ai dit, calmement, clairement, impossible à ignorer. Il y a 1 an, on m'a dit de ne pas venir pour Noël parce que mon enfant était trop. Un silence s'est répandu dans la salle. Cet appel ne nous a rien pris. Il m'a montré où était notre véritable place. Je me suis tournée vers Martine et Bernard. Martine, Bernard, vous nous avez fait de la place quand vous n'y étiez pas obligés. Vous avez aimé Léa non pas comme un fardeau, mais exactement pour ce qu'elle est, une enfant incroyable. La salle a explosé. Applaudissements, sifflets, des gens se sont levés. Martine s'est levée, submergée par l'émotion. Bernard se tenait à côté d'elle, le visage rouge et fier. Sophie, ai-je ajouté, tu es devenue la sœur dont j'ai toujours eu besoin. Encore des applaudissements. Puis j'ai regardé le dernier rang. Le visage de ma mère était devenu vide. Amandine semblait abasourdie. Le sourire d'Antoine avait disparu. Mon père fixait ses mains. Leur visage était blême, car maintenant, la salle savait. Maintenant, l'histoire m'appartenait. J'ai rendu le micro et je me suis réfugiée dans les bras de Lucas. Pendant une seconde parfaite, c'était à moi. Puis ma mère s'est frayé un chemin à travers la foule. « Qu'est-ce que tu viens de dire » siffla-t-elle. « La vérité, dis-je. Tu nous as humiliés, lança-t-elle. Vous avez humilié une enfant de 6 ans. Je ne fais que m'adapter à votre niveau, ai-je répondu. Ses yeux ont lancé des éclairs. C'est ma petite fille. J'ai gardé la voix basse. Vous l'avez rejetée. Ce n'est pas vrai, a-t-elle commencé. Arrête, dis-je, et le mot est tombé comme une porte qui se ferme. Tu as dit qu'elle était embarrassante. Elle a essayé la dernière arme qu'elle avait. Tu ne peux pas nous l'enlever. Nous avons des droits. Et c'est là que j'ai lâché la bombe. S'il m'arrive quelque chose, dis-je d'un ton égal, Léa ira vivre chez Martine et Bernard. Pas chez vous. Ma mère a littéralement chancelé. Tu. Quoi? Vous n'êtes listé nulle part où ça compte, dis-je doucement. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes. Amandine semblait furieuse. Ma mère s'est tournée vers Léa comme si elle pouvait encore récupérer quelque chose. Te voilà, cria-t-elle, la voix soudainement douce. Viens ici, ma chérie. La sécurité est apparue instantanément et l'a bloquée. Bernard s'est interposé aussi, calme, inébranlable. Sophie était déjà en train d'éloigner Léa. Martine l'a atteinte la première, calme et expérimentée, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle protégeait un enfant du chaos des adultes. La voix de ma mère s'est élevée. C'est ma famille. La voix de Bernard est restée basse. Pas aujourd'hui. J'ai regardé ma mère et j'ai senti quelque chose s'apaiser. Un calme. Final. Je ne vous déteste pas, dis-je tranquillement. J'ai juste arrêté d'attendre que vous soyez différents. Puis j'ai fait un signe de tête à la sécurité. S'il vous plaît, raccompagnez-les à la sortie. Ils ont été raccompagnés. Ma mère n'arrêtait pas de se retourner, comme si elle s'attendait à ce que je la poursuive. Je ne l'ai pas fait. Je me suis accroupie devant Léa. Ça va?
Léa a froncé les sourcils. C'était mamie. C'était quelqu'un qui n'a plus le droit de te faire de mal, dis-je. Léa a cligné des yeux, puis a demandé, je peux avoir du gâteau maintenant? J'ai laissé échapper un rire tremblant. Absolument. Et je suis retournée à mon mariage. Le lendemain matin, mon téléphone était plein de messages de gens qui se souciaient plus de la tradition que des sentiments d'un enfant. Je les ai supprimés. Puis un message est arrivé, de tante Denise. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis fière de toi. Protège Léa. Tu fais ce qu'il faut. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai répondu, merci. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais quand je me suis dit, je suis libre. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou était-ce la seule façon de protéger Léa? Dites-moi tout dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires.